Quand j'étais enceinte de 6 mois, j'ai hérité d'une maison de 5 millions de dollars, juste après que mon mari soit mort dans un accident. 3 mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille, seule à l'hôpital. Mais lorsque je suis rentré de l'hôpital, épuisé et faible, j'ai eu un choc, mes propres parents avaient complètement pris possession de la maison. Alors que j'essayais d'entrer avec mon nouveau-né, ma mère, cruelle, a violemment frappé mon épaule avec un extincteur et a hurlé « Tu n'habites plus ici ». Je suis tombé au sol en serrant mon nouveau-né, essayant de la protéger. J'ai crié de douleur alors que mon épaule se déboîtait. Papa s'est tenu au-dessus de moi et a dit « Cette maison est à nous maintenant. Dégage ». Ma sœur, qui était à l'intérieur, a ajouté « Certaines veuves ne méritent tout simplement pas de belles choses ». J'étais allongé sur le pas de la porte, en sang, serrant contre moi mon bébé vieux de quelques jours. Mais quand j'ai baissé les yeux sur le visage de mon bébé, je me suis figé de peur. Les papiers de sortie de l'hôpital se froissaient dans mes mains tremblantes, alors que je me tenais sur ce qui était, autrefois, mon Porsche. 3 jours après l'accouchement, et chaque muscle de mon corps hurlait d'épuisement. Ma fille, Grace, pesait à peine 3 kilos dans mes bras, enveloppée dans la couverture rose pâle que la maternité nous avait donnée. La chaleur de l'été pesait sur mes épaules, collant ma blouse d'hôpital à mon dos, sous la robe ample que j'avais enfilée ce matin-là. J'avais appelé à l'avance. Ma mère avait répondu avec un ton étrange dans la voix, demandant quand exactement j'arriverais. Quelque chose semblait clocher, même à ce moment-là, mais le chagrin et l'épuisement avaient émoussé mon instinct. Mon mari, Daniel, était mort depuis 3 mois. L'accident de voiture avait traversé ma vie comme une tornade, me laissant enceinte, veuve, et soudainement propriétaire d'un vaste domaine d'une valeur de 5 millions de dollars, que sa grand-mère lui avait légué quelques semaines seulement avant sa mort. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse atteindre la poignée. Ma mère, Sandra, se tenait là, mais son visage ne montrait aucune de la chaleur dont j'avais désespérément besoin. Derrière elle, je pouvais voir mon père, Gérald, et ma sœur, Véronica, se déplacer dans ce qui aurait dû être mon salon. Des cartons étaient empilés contre les murs. De nouveaux meubles avaient remplacé les pièces que Daniel et moi avions soigneusement choisies ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix était faible, à peine plus qu'un murmure. Les yeux de Sandra se sont posés sur le bébé dans mes bras, puis sont revenus sur mon visage. Nous avons fait quelques changements pendant ton absence. Des changements? J'ai fait un pas en avant, mais elle a bloqué l'entrée avec son corps. Maman, je viens d'avoir un bébé. J'ai besoin d'entrer et de me reposer. Le médecin a dit. Ce n'est plus ta maison. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Ton père et moi avons décidé que nous étions mieux placés pour gérer cette propriété. J'ai ri, pour de vrai. Le son est sorti hystérique, teinté d'incrédulité. La gérer? Daniel m'a laissé cette maison. Elle est à moi. Vous ne pouvez pas juste. L'extincteur est sorti de nulle part. Sandra l'avait décroché du support mural à l'intérieur de la porte, et elle l'a balancé avec une force surprenante, directement dans mon épaule gauche. L'impact a envoyé des éclairs d'agonie à travers tout mon corps. J'ai entendu quelque chose craquer, j'ai senti quelque chose se déchirer, et puis je suis tombé. Ma seule pensée était pour Grace. J'ai tordu mon corps en tombant, essayant d'atterrir sur mon côté droit, essayant de garder ma fille en sécurité. Le béton du Porsche a éraflé ma hanche et mon coude. Grace a commencé à hurler, son petit visage devenant rouge de terreur et de confusion. Mon bras gauche pendait selon un angle grotesque, complètement inutile. Le sang s'infiltrait à travers ma robe, là où j'avais déchiré les points de suture de ma césarienne. Le monde tournait en cercle nauséabond, mais je gardais mon bras droit verrouillé autour de mon bébé. Lève-toi et sors. La voix de Gérald venait d'au-dessus de moi. Il était sorti sur le porche, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction dans les yeux. Ce domaine nous appartient maintenant. Tu es une intruse. Papa, s'il te plaît. Les larmes coulaient sur mon visage, se mélangeant à la sueur et à la poussière. Je sors juste de l'hôpital. Je n'ai nulle part où aller. C'est ma maison. Daniel voulait que le bébé et moi ayons ça. Daniel est mort. Véronica est apparue derrière lui, les bras croisés sur la poitrine. Elle avait toujours été jalouse de mon mariage, de la vie confortable que Daniel m'avait offerte. Maintenant, ses lèvres s'étiraient en un sourire cruel. Certaines veuves ne méritent tout simplement pas de belles choses. Tu as eu de la chance d'épouser un riche,
mais cette chance a tourné. J'ai essayé de me relever avec mon seul bras valide, mais la douleur de mon épaule faisait danser des points noirs devant mes yeux. Les cris de Grace avaient atteint un paroxysme, son petit corps tremblant contre le mien. Je devais l'emmener quelque part en sécurité, quelque part de propre. J'avais besoin de soins médicaux. J'avais besoin que ma famille m'aide. Au lieu de cela, on m'a claqué la porte au nez. Pendant plusieurs minutes, je suis resté là, allongé sur le porche, essayant de respirer malgré la douleur et de comprendre quoi faire ensuite. Mon téléphone était dans le sac à langer, qui était tombé à quelques mètres de là quand Sandra m'avait attaqué. Utilisant mon bon bras, je me suis traîné vers lui tout en gardant Grace pressée contre ma poitrine. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues d'agonie dans mon corps. J'ai finalement réussi à attraper le sac et à en sortir mon téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. Le sang avait traversé tout le côté de ma robe. Maintenant, j'avais besoin d'une ambulance. J'avais besoin de la police. J'avais besoin que quelqu'un me dise que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais quand j'ai baissé les yeux sur le visage de Grace, quelque chose m'a fait marquer une pause. Ses traits n'étaient pas les bons. Pas mauvais comme une nouvelle mère inquiète pourrait l'imaginer. Mauvais d'une manière qui m'a glacé le sang, malgré la chaleur estivale. J'avais passé des mois à regarder les photos d'échographie, traçant les traits de Daniel dans mon esprit, imaginant à quoi ressemblerait notre fille. Mais le nez de Grace était différent, petit et légèrement retroussé, d'une façon que ni Daniel ni moi n'avions. Ses oreilles avaient une forme distincte, avec une courbure particulière au sommet qui me semblait familière, mais je ne pouvais pas dire où je l'avais vue auparavant. Et puis, il y avait ses cheveux. Les fins cheveux foncés couvrant sa petite tête avaient une texture inhabituelle, pas tout à fait raide, pas tout à fait bouclée, mais quelque chose entre les deux, ce qui ne ressemblait en rien aux cheveux raides de Daniel ou à mes boucles souples. Mon esprit, même embrumé par la douleur et l'épuisement, a commencé à relier des pièces que j'avais été trop endeuillée et enceinte pour remarquer auparavant. Les nuits tardives de Daniel au bureau avaient considérablement augmenté cette dernière année. La façon dont il avait été secret avec son téléphone, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, les voyages d'affaires qui semblaient excessivement nombreux, même pour son poste dans la société d'investissement. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui m'avait tracassé tout au long de la grossesse. Daniel n'avait jamais voulu venir aux rendez-vous médicaux. Il n'avait montré aucun intérêt pour les échographies, avait à peine regardé les photos. Il semblait presque dégoûté quand j'essayais de lui faire sentir le bébé bouger. À l'époque, je mettais tout ça sur le compte du stress. La santé déclinante de sa grand-mère l'inquiétait. L'héritage qu'il savait imminent le rendait anxieux à l'idée de gérer autant de richesses. J'avais été compréhensive, solidaire, aveugle. Mais ma famille savait. Ils devaient savoir quelque chose. La façon dont ils avaient tourné autour de Daniel ces derniers mois, les conversations privées entre lui et mon père, les regards étranges que Véronica me lançait quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Ils avaient tourné comme des vautours avant même l'accident. L'accident lui-même commençait à ressembler moins à une tragédie et plus à une opportunité, sous ce nouvel éclairage horrible. J'ai composé le 911 avec des doigts tremblants. En attendant l'ambulance, j'ai appelé la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, ma meilleure amie, Morgane, qui était hors de l'état pour le travail lors de mon accouchement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et l'inquiétude dans sa voix quand elle a entendu mon état m'a presque fait craquer complètement. « Reste en ligne avec moi », a-t-elle dit fermement. « Je suis à 10 minutes. » Ne raccroche pas, l'ambulance est arrivée en premier, et les ambulanciers ont immédiatement commencé à poser des questions auxquelles je pouvais à peine me concentrer pour répondre. L'un d'eux a examiné Grace attentivement tandis que l'autre stabilisait mon épaule et posait une perfusion pour la perte de sang. Des officiers de police sont arrivés quelques instants plus tard, prenant des photos de mes blessures et de la scène. Ma mère a fini par ouvrir la porte, jouant parfaitement le rôle de la mère inquiète pour les autorités. « Officier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû tomber dans les escaliers. Elle vient d'avoir un bébé. Vous savez, les femmes en postpartum peuvent être si instables. Madame, j'ai besoin que vous reculiez. » L'officier le plus âgé, dont le badge indiquait Bennett, a levé la main. « Nous devrons parler avec tout le monde dans la maison séparément. »« C'est notre maison », a insisté Gérald, venant se tenir à côté de Sandra. « Nous vivons ici depuis 2 semaines. Notre fille était à l'hôpital. » 2 semaines ? Les sourcils de l'officier Bennett se sont levés.
Et l'acte de propriété est à quel nom? C'est là que j'ai retrouvé ma voix, parlant malgré les analgésiques que les ambulanciers m'avaient administrés. Au mien. La maison est à mon nom. Je l'ai héritée de mon défunt mari il y a 3 mois. J'ai les papiers dans mon bureau à l'étage. Ces gens sont mes parents et ma sœur. Ils étaient censés rester ici temporairement pour aider à préparer l'arrivée du bébé. L'expression sur le visage de Sandra était impayable. Elle s'était attendue à ce que je sois trop faible, trop confuse, trop traumatisée pour riposter immédiatement. Elle avait sous-estimé à quel point la fureur pouvait brûler à travers la douleur et le chagrin. Morgan est arrivé alors qu'il me chargeait dans l'ambulance. Elle a jeté un coup d'œil à la situation et a immédiatement dit aux officiers qu'elle porterait plainte en mon nom pour agression et expulsion illégale. Morgan était avocate d'affaires, et bien que ce ne soit pas exactement sa spécialité, elle avait des ressources et des relations. Elle avait aussi un instinct protecteur féroce qui la rendait terrifiante quand quelqu'un qu'elle aimait était menacé. « Je viens avec vous à l'hôpital », a-t-elle dit aux ambulanciers, montant dans l'ambulance sans attendre la permission. Et ensuite, nous allons régler ça. La deuxième visite à l'hôpital en 3 jours était surréaliste. Les médecins des urgences étaient horrifiés par ce qui s'était passé, surtout compte tenu de mon état vulnérable post-partum. Mon épaule a nécessité une opération pour réparer les dégâts causés par l'attaque de Sandra. L'incision déchirée de la césarienne a également nécessité une réparation immédiate. Le médecin des urgences était furieux que j'aie été soumise à une telle violence si peu de temps après une chirurgie abdominale majeure. Ils m'ont gardé pendant 5 jours cette fois-ci, surveillant toute infection et s'assurant que les 2 sites chirurgicaux guérissaient correctement. Les services de protection de l'enfance sont venus voir Grace, mais la présence de Morgan et les preuves évidentes de ce qui s'était passé les ont empêchés d'envisager un placement. Une assistante sociale nommée Patricia a pris des notes détaillées et a promis d'inclure l'agression de ma famille dans toute enquête en cours. Pendant que j'étais en chirurgie, Morgan avait été occupée. Elle avait contacté un avocat spécialisé en droit immobilier nommé Malcolm Reeves, qui nous a rencontrés à l'hôpital le lendemain matin avec une pile de papiers. Elle avait également contacté l'ancien employeur de Daniel et obtenu l'accès à ses dossiers de bureau, qu'il gardait pour moi en tant que bénéficiaire. Ce que nous avons trouvé dans ces dossiers a tout changé. Daniel n'avait pas seulement une liaison. Il détournait de l'argent de son entreprise, le cachant dans des comptes offshore, et prévoyait de disparaître. Les lentilles de contact vertes faisaient partie d'un changement d'identité qu'il préparait. Il avait obtenu de faux documents, créé de nouveaux relevés bancaires et mis en place une vie complètement séparée aux îles Caïmans. Mais c'est là que ça devenait vraiment tordu. Ma famille savait. Véronica était celle avec qui il s'enfuyait. La liaison durait depuis près de 2 ans, commençant bien avant que je ne tombe enceinte. Ils avaient prévu de partir ensemble, de prendre l'argent de l'héritage et de recommencer à zéro quelque part sous les tropiques, où l'extradition était compliquée. L'accident avait fait dérailler ses plans. Daniel est mort. Véronica s'est retrouvée sans sa porte de sortie, et ma famille a soudainement réalisé que le domaine de 5 millions de dollars m'appartenait légalement, alors ils ont décidé de le prendre quand même. Malcolm a trouvé les preuves dans les dossiers de Daniel, des emails entre lui et Véronica discutant de leur plan, remontant à presque 2 années complètes. Des SMS avec Gérald sur la façon de me gérer après la naissance du bébé. Même un enregistrement vocal où Sandra discutait de me faire déclarer mentalement incompétente en raison d'une dépression postpartum, afin qu'il puisse prendre le contrôle du domaine en tant que « famille inquiète ». L'attaque à l'extincteur n'avait pas été une rage spontanée. C'était leur plan B, quand je suis rentré plus tôt que prévu et qu'ils n'avaient pas fini d'établir les revendications de résidence qu'ils construisaient frauduleusement. Le visage de Morgan quand elle a entendu tout cela était absolument terrifiant. « Nous allons les détruire », a-t-elle dit doucement. Légalement, minutieusement et complètement. L'assaut juridique a été rapide. Malcolm a demandé une ordonnance de protection d'urgence, qui a été accordée immédiatement compte tenu de l'agression documentée dans mon état vulnérable. La police a obtenu un mandat pour fouiller la maison sur la base des preuves de fraude, et ils ont trouvé encore plus de matériel incriminant. Ma famille falsifiait des documents, créait de faux contrats de location et transférait de l'argent des comptes de la succession vers les leurs. Gérald avait réussi à voler 2,000 dollars avant que les banques ne s'en aperçoivent et ne gèlent tout. Ils avaient prévu de vider complètement les comptes avant que je ne puisse les arrêter. Les charges criminelles s'accumulaient, agression, tentative de vol, fraude, faux et usage de faux, vol d'identité et complot.
Le procureur de district était particulièrement intéressé par l'affaire en raison de la planification élaborée impliquée et de la vulnérabilité de la victime. Une veuve enceinte se remettant de la mort de son mari faisait une plaignante très sympathique. Mais je voulais plus que la justice pénale. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il m'avait pris. Grace n'était pas la fille biologique de Daniel. Le test ADN que Morgan a insisté pour que je fasse l'a confirmé. Le timing prenait tout son sens maintenant. Daniel s'était éloigné émotionnellement juste au moment où j'étais tombée enceinte. Il n'avait jamais voulu d'enfant, avait même semblé affligé quand je lui avais annoncé l'heureuse nouvelle. Parce qu'il avait prévu de partir, et un bébé compliquait tout. Ce qui signifiait que le père de Grace était quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui j'avais été pendant une brève séparation que Daniel et moi avions traversée environ 1 an avant sa mort. Nous avions été séparés pendant 2 semaines, et je pensais que notre mariage était plus fort pour avoir surmonté cette tempête. Maintenant, je réalisais que Daniel était revenu parce que Véronica n'était pas encore tout à fait prête à partir, et il avait besoin de maintenir les apparences. Pendant ces 2 semaines de séparation, j'avais renoué avec un vieil ami de fac, Tyler Chen. Nous avions étudié ensemble à la bibliothèque, pris un café quelques fois, et notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus lors d'une soirée arrosée de vin dans son appartement. C'était une nuit de réconfort pendant une période douloureuse, rien de plus. Quand Daniel et moi nous sommes réconciliés, j'ai dit honnêtement à Tyler que je devais essayer de sauver mon mariage. Il avait parfaitement compris et avait déménagé à Portland peu de temps après pour une opportunité de carrière dans la photographie. Je n'avais jamais parlé à Daniel de cette nuit avec Tyler. La réconciliation s'était produite si rapidement, et en parler semblait être un sabotage de notre seconde chance. Maintenant, je comprenais que Daniel avait probablement été avec Véronica pendant cette même séparation, probablement plusieurs fois. Ma seule nuit de recherche de réconfort faisait pâle figure en comparaison de sa liaison de plusieurs mois. La grossesse était arrivée juste après que Daniel et moi nous soyons remis ensemble. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais si j'étais honnête sur les dates vraiment honnêtes, cette nuit avec Tyler s'était produite exactement au bon moment. Je m'étais juste convaincu que le bébé était de Daniel parce que c'est ce que j'avais besoin de croire. Apprendre la vérité sur la parenté de Grace m'a forcé à affronter des souvenirs que j'avais enfouis sous des couches de chagrin et de mode survie. Cette séparation d'avec Daniel s'était produite parce que je l'avais surpris à être distant et secret. Il prétendait que c'était le stress du travail, et je l'avais cru parce que je le voulais. 2 semaines loin l'un de l'autre étaient censées nous donner du recul. Au lieu de cela, ça lui avait donné du temps avec Véronica pendant que je me connectais brièvement avec quelqu'un d'authentique. L'ironie la plus cruelle était que Daniel avait probablement soupçonné que Grace n'était pas de lui. Le timing aurait été évident pour lui. Nous nous étions réconciliés. J'étais tombée enceinte presque immédiatement, du moins c'est ce qu'il semblait. Mais cette nuit avec Tyler s'était produite juste à la fin de notre séparation. Et si Daniel avait prêté attention au cycle, il l'aurait su. Pourtant, il n'avait jamais rien dit, ne m'avait jamais confronté, car le faire aurait exposé sa propre liaison et fait dérailler ses plans de fuite. Il m'a laissé croire que nous reconstruisions notre mariage tout en planifiant activement de m'abandonner. Le niveau de calcul dans cette tromperie me donnait la chair de poule. Morgan a trouvé de vieux relevés de cartes de crédit montrant que Daniel avait loué un appartement à l'autre bout de la ville pendant ces mois précédant sa mort. Un nid d'amour pour lui et Véronica, payé avec l'argent qu'il siphonnait de son entreprise. Ils construisaient leur avenir ensemble pendant que je préparais une chambre d'enfant et choisissais des noms de bébés, complètement inconsciente. La gérante de l'immeuble se souvenait d'eux. Un beau couple, avait-elle dit quand Morgan l'a interrogé. Ils semblaient toujours si heureux ensemble. Elle m'a dit qu'ils étaient fiancés. Véronica avait porté ma vie comme un costume, l'essayant pour voir si ça lui allait, tout en prévoyant d'y entrer définitivement. La bague de fiançailles que Daniel avait supposément commandée pour leur nouveau départ était identique à la mienne, juste avec un diamant plus gros. Même dans la trahison, ma sœur avait été compétitive. J'ai passé des semaines dans le brouillard après ces révélations, faisant machinalement les gestes pour nourrir Grace et assistant à la physiothérapie pour mon épaule. La blessure avait nécessité 2 opérations au total, et les médecins m'avaient prévenu que je pourrais ne jamais retrouver toute l'amplitude de mes mouvements. Chaque fois que je luttais pour soulever ma fille ou pour attacher son siège auto, je pensais au visage de Sandra à ce moment précis, avant qu'elle ne balance l'extincteur. Elle avait l'air triomphante. La thérapeute que Morgan a insisté pour que je voie était une femme nommée Dr Lydia Foster, spécialisée dans le rétablissement post-traumatique.
Elle ne m'a pas poussé à parler avant que je ne sois prête, restant simplement assise tranquillement pendant que je tenais Grace et regardais par la fenêtre de son bureau lors des 3 premières séances. Votre famille ne vous a pas seulement volé, a finalement dit le docteur Foster lors de notre 4e rencontre. Ils ont volé votre réalité. Tout ce que vous croyez sur les personnes les plus proches de vous s'est révélé faux. C'est un type de deuil particulier. Elle avait raison. Je pleurais ma famille plus que je ne pleurais Daniel. Au moins avec lui, je n'avais perdu que 2 ans de fausse réconciliation. Avec Sandra, Gérald et Véronica, j'avais perdu toute mon enfance, chaque souvenir de vacances, chaque moment où je pensais qu'ils m'aimaient. Tout cela était souillé maintenant par la connaissance qu'ils avaient été capables de ce niveau de cruauté. La maison semblait hantée par la trahison. Je marchais dans les pièces et me souvenais des dîners de famille où ils avaient souri et ri, et probablement discuté de la façon de me dépouiller. La chambre d'amis où Véronica avait séjourné lors de ses visites semblait maintenant sinistre, sachant qu'elle avait couché avec mon mari sous mon propre toit. S'était-il moqué de moi? M'avait-il plainte d'être si confiante? Morgane a pratiquement emménagé pendant ces semaines sombres. Elle travaillait depuis ma table de cuisine, gérant ses dossiers d'entreprise entre 2 moments où elle me forçait à manger et s'assurait que je prenais ma douche. C'était elle qui se levait avec Grace pendant les nuits où je me réveillais de cauchemars de l'agression, l'épaule lancinante et le cœur battant. Tu vas survivre à ça, m'a dit Morgane fermement un soir où je m'étais effondré complètement, sanglotant que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Tu vas survivre parce que tu es déjà en train de survivre. Chaque jour où tu te réveilles et prends soin de Grace, tu gagnes. Le retrouver a demandé quelques efforts, mais Morgane était implacable. Nous l'avons trouvé via son site de photographie, et j'ai passé le coup de fil le plus difficile de ma vie. Tyler méritait de savoir qu'il avait une fille. Il méritait d'avoir le choix de s'impliquer ou non dans sa vie. Sa réaction m'a surprise. Après le choc initial, Tyler est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Je reviens. Si tu es d'accord, j'aimerais la rencontrer. J'aimerais aider. » Le soulagement que j'ai ressenti en entendant ces mots était écrasant. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été terrifié qu'il rejette Grace, qu'il la voie comme une erreur ou un fardeau. Daniel m'avait appris à attendre de la déception de la part des hommes. L'acceptation immédiate de Tyler a été comme de l'eau fraîche sur une peau brûlée. Il est revenu en avion dans les 3 jours. Je l'ai retrouvé à l'aéroport avec Grace attachée contre ma poitrine dans un porte-bébé, mon épaule toujours dans une attelle de stabilisation. Dès qu'il nous a vus, tout son visage s'est transformé. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur de nous effrayer, et a demandé la permission avant de toucher doucement la petite main de Grace. Elle a mon nez, a-t-il chuchoté, la voix chargée d'émotion. Et les oreilles de ma mère, tu vois cette courbe en haut? C'est un trait de la famille Chen. Je n'arrive pas à croire qu'elle est à moi. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli rater ça. L'entendre identifier les traits que j'avais remarqués sur le porche a fait que tout s'est mis en place. Ces détails qui semblaient erronés pour l'enfant de Daniel avaient un sens parfait pour celui de Tyler. Grace avait même la même légère ondulation dans les cheveux que Tyler, visible maintenant que ses cheveux de nouveau-né poussaient plus abondamment. Nous avons pris un café au bar de l'aéroport, et je lui ai tout raconté. L'agression, la trahison, les batailles juridiques à venir. Tyler a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que l'histoire se déroulait. Quand j'ai fini, il a tendu la main à travers la table et a pris ma main valide. « Je suis là maintenant », a-t-il dit simplement. « Quoi que tu aies besoin, de quelque manière que je puisse aider. Je sais qu'on ne se connaît presque plus, et je n'essaie pas de précipiter quoi que ce soit, mais Grace mérite mieux qu'un père absent. Vous méritez toutes les 2 mieux que ce que vous avez traversé. » Les semaines qui ont suivi ont établi un rythme qu'aucun de nous n'avait prévu. Tyler avait pris un poste à distance avec son entreprise de photographie basée à Portland, ce qui lui permettait de travailler de n'importe où. Il a trouvé un appartement à 15 minutes du domaine, assez proche pour être impliqué quotidiennement, mais assez loin pour me donner de l'espace pour tout assimiler. Ses parents vivaient toujours à Portland, mais ils nous rendaient souvent visite, prenant l'avion toutes les quelques semaines pour passer du temps avec Grace et offrir leur soutien. Le rencontrer à nouveau semblait étrange et réconfortant en même temps. Grace le regardait avec ses yeux vert clair apparemment, le père de Tyler avait la même teinte et quelque chose dans ma poitrine se desserrait légèrement. Cet homme n'était pas responsable de la trahison que j'avais subie. Il était juste quelqu'un qui avait été gentil avec moi pendant une période difficile, et maintenant nous partagions une fille.
Je ne peux pas remplacer son père, a dit Tyler prudemment, tenant Grace avec une confiance surprenante pour quelqu'un qui venait d'apprendre sa paternité. Mais j'aimerais être son papa, si ça a du sens. Et j'aimerais t'aider comme je peux. Cette offre m'a fait pleurer, ce qui semblait être mon état par défaut ces jours-là. Entre les hormones, la douleur, la trahison, et maintenant cette gentillesse inattendue, j'étais une épave émotionnelle. Mais Tyler m'a juste tendu des mouchoirs et a continué à bercer doucement Grace, fredonnant quelque chose de doux et mélodieux. Les procédures judiciaires contre ma famille avançaient avec une efficacité brutale. Malcolm a intenté des procès civils pour l'argent volé, la détresse émotionnelle et la perte de consortium. Les procès pénaux étaient prévus pour dans 14 mois, en octobre de l'année suivante, ce qui, selon Malcolm, était en fait une procédure accélérée étant donné la gravité et la complexité des charges. En attendant, il était interdit à ma famille de s'approcher de moi ou de Grace, et ils avaient tous été arrêtés lorsqu'ils avaient violé cet ordre en se présentant à mon rendez-vous de kinésithérapie. Avant cette arrestation, cependant, ils ont essayé plusieurs fois de me contacter. Des lettres arrivaient quotidiennement au début, chacune plus désespérée que la précédente. Celles de Sandra étaient des chefs d'œuvre de manipulation, alternant entre des excuses larmoyantes et une culpabilisation subtile sur l'abandon de la famille. Celle de Gérald était plus courte, plus colérique, exigeant que j'abandonne les charges parce que la famille ne détruit pas la famille. L'hypocrisie était stupéfiante. Les lettres de Véronica étaient les plus dérangeantes. Elle essayait de réécrire l'histoire, prétendant que Daniel l'avait poursuivie, qu'elle avait été la victime de sa manipulation. Elle suggérait que nous pourrions travailler ensemble contre sa mémoire. Des sœurs unies contre l'homme qui nous avait trompés toutes les deux. Le délire dans ces mots était presque effrayant. Elle semblait réellement croire que j'avais oublié qu'elle avait activement planifié d'aider à me faire déclarer folle et à voler l'héritage de mon enfant. Malcolm m'a conseillé de garder chaque lettre comme preuve de leur harcèlement continu et de leur manque de remords sincères. Il construisait mon dossier pour moi avec chaque tentative désespérée de manipulation. La violation à mon rendez-vous de kinésithérapie s'est produite un mardi matin d'août. Je travaillais avec mon thérapeute sur des exercices de mobilité de l'épaule quand la réceptionniste s'est précipitée, le visage pâle, disant que ma famille était dans la salle d'attente et exigeait de me voir. Tyler surveillait Grace dans le coin de la salle de thérapie, et il s'est immédiatement placé entre la porte et moi. La sécurité avait déjà été appelée, mais Gérald a fait irruption avant leur arrivée. Il a attrapé mon bras, celui qui était blessé, et la douleur a explosé dans mon épaule. J'ai crié, me dégageant brusquement de lui, et c'est là que Tyler est intervenu. Il n'a pas donné de coup de poing, n'a pas escaladé vers la violence, mais il a physiquement empêché Gérald d'approcher pendant que le thérapeute appuyait sur le bouton d'alarme. Sandra et Véronica avaient été retenues dans la salle d'attente par la réceptionniste et un autre patient, mais leur voix portait à travers le bâtiment. Sandra gémissait à propos de sa petite fille, disant qu'elle avait des droits, que je la privais de sa famille. Véronica menaçait d'action en justice, criant à propos de l'aliénation parentale et de fausses accusations. La police est arrivée en moins de 4 minutes. Les images de sécurité du bâtiment médical ont tout capturé. L'agression de Gérald, l'hystérie de Sandra, les menaces de Véronica, et leur caution a été révoquée immédiatement. Les regarder être emmenés menottés pendant que je restais là avec Tyler tenant Grace a été comme la première vraie respiration que je prenais depuis l'accident de Daniel. Morgan m'a aidé à réemménager officiellement dans ma maison. Nous avons changé chaque serrure, installé un système de sécurité qui rendrait Fort Knox jaloux, et fait venir des nettoyeurs pour effacer toute trace de l'occupation de ma famille. Tyler avait pris un poste à distance avec son entreprise de photographie et trouvé un appartement à proximité, mais il passait la plupart de ses journées à la maison pour aider avec Grace et s'assurer que je guérissais correctement. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui ai-je dit un soir alors que nous donnions le bain à Grace ensemble. « Tu me connais à peine. Ce n'est pas ta responsabilité. » Tyler m'a regardé avec ses yeux verts que Grace avait hérités, et son expression était douce mais ferme. « C'est ma fille. Cela fait d'elle exactement ma responsabilité. Et tu es sa mère, ce qui signifie que t'aider, c'est l'aider elle. » De plus, il a souri légèrement, « J'aime être ici. » Est-ce que c'est correct? C'était plus que correct. C'était exactement ce dont j'avais besoin, même si je n'aurais jamais prédit ce chemin particulier que ma vie prendrait. Le procès pénal de ma famille a eu lieu en octobre, plus d'1 an après l'agression. J'ai témoigné sur l'agression, sur le fait de rentrer chez moi vulnérable et épuisé avec un nouveau-né, sur le fait d'être attaqué par ma propre mère.
L'accusation a montré au jury des photos de mes blessures, a fait écouter l'enregistrement de l'appel au 911 et a présenté toutes les preuves de leur tentative de vol et de fraude. Monter à la barre a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Les avocats de la défense ont essayé de me dépeindre comme une fille dédaignée exagérant les événements, comme une nouvelle mère instable dont les hormones postpartum avaient déformé la perception d'un simple désaccord familial. Ils ont suggéré que j'étais tombé dans les escaliers du Porsche à cause de l'épuisement et que j'avais blâmé ma mère dans mon état de confusion. Mais Malcolm m'avait préparé minutieusement. Il m'avait averti de chaque tactique qu'ils utiliseraient, de chaque tentative de discréditer mon témoignage. Quand l'avocat de la défense m'a demandé si j'étais certaine que ma mère m'avait intentionnellement frappé avec un extincteur, j'ai regardé directement le jury et j'ai décrit l'expression sur le visage de Sandra à ce moment-là. Le calcul dans ses yeux, l'élan délibéré avant le coup, la façon dont elle avait visé mon épaule blessée spécifiquement. Ma mère est une joueuse de tennis, ai-je dit clairement. Elle a une excellente visée et un excellent contrôle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle m'a frappé alors que je tenais mon bébé de 3 jours. L'accusation a ensuite montré les dossiers médicaux documentant mes blessures, y compris les notes du chirurgien décrivant les dommages importants qui nécessitaient une réparation immédiate. Le médecin a témoigné que le type de blessure était cohérent avec un coup délibéré d'un objet lourd, et non une chute. L'angle de l'impact, la force requise, l'emplacement spécifique, tout cela indiquait une agression, pas un accident. Tyler a témoigné aussi, décrivant l'état dans lequel il m'avait trouvé durant ces premières semaines, les cauchemars et les crises de panique, la façon dont je sursautais aux mouvements brusques. Son témoignage était puissant car il n'avait aucune raison de mentir. Il me connaissait à peine lorsque l'agression s'est produite, n'avait aucun intérêt dans le résultat, sauf le bien-être de sa fille. Le témoignage de Morgan s'est concentré sur les crimes financiers et la planification détaillée qu'elle avait découverte. Elle a guidé le jury à travers les emails, les SMS et les faux documents avec la précision de l'avocate d'affaires qu'elle était. Au moment où elle a fini, les affirmations de la défense concernant un malentendu et une mauvaise communication familiale semblaient absurdes. Le moment qui a scellé leur sort est arrivé quand l'accusation a diffusé un message vocal que Gérald avait laissé sur le téléphone de Daniel 2 semaines avant l'accident. Il l'avait récupéré des serveurs de sauvegarde pendant l'enquête. Dans ce message, Gérald discutait accélérer les choses, et s'assurer que tout soit transféré en douceur, d'une manière qui ressemblait étrangement à une planification de la mort de Daniel. La défense s'y est opposée vigoureusement, mais le juge l'a autorisé comme preuve de complot et d'intention. Le jury a entendu la voix de Gérald discuter de la police d'assurance vie de Daniel, de la valeur du domaine, et de la façon dont les accidents arrivent tout le temps, sur un ton qui a mis tout le monde mal à l'aise dans la salle d'audience. Je n'avais aucune idée que cet enregistrement existait jusqu'à ce que l'accusation le diffuse au tribunal. L'entendre m'a rendu physiquement malade. Avait-il tué Daniel? Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'acte criminel dans l'accident de voiture. Des témoins ont confirmé qu'un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge et percuté le véhicule de Daniel sur le côté. Mais le timing, la planification, la façon dont ma famille s'était positionnée pour intervenir immédiatement après sa mort, tout cela semblait trop commode. L'accusation ne pouvait pas prouver le meurtre, mais elle pouvait prouver un complot étendu pour commettre une fraude et un vol. Il pouvait prouver l'agression avec une arme mortelle. Il pouvait prouver que ma famille avait prévu de me faire déclarer incompétente et institutionnalisée pour pouvoir contrôler le domaine. Véronica a essayé de prétendre qu'elle avait été manipulée par Daniel, qu'elle était aussi une victime. Mais les emails prouvaient qu'elle avait été une participante enthousiaste dans tout le stratagème. C'était en fait elle qui avait suggéré de me déclarer incompétente. Elle avait fait des recherches sur la façon de déclencher des symptômes de psychose postpartum par le stress et la privation de sommeil. Ses propres mots l'ont condamnée plus efficacement que n'importe quel procureur n'aurait pu le faire. La défense de Sandra était qu'elle avait essayé de protéger les biens de la famille, qu'elle ne pensait qu'à l'avenir de Grace, mais agresser une femme tenant un bébé de 3 jours donnait une image terrible. Et le jury a vu clair à travers sa tentative de justification. Gérald a prétendu qu'il suivait les directives de sa femme, jouant la carte du « mari dominé ». Personne n'y a cru, surtout après que l'accusation a révélé qu'il était celui qui gérait les fonds volés et mettait en place les comptes offshore. Les verdicts sont tombés, coupables sur tous les chefs d'accusation pour les 3 accusés. Sandra a pris 8 ans pour agression et complot. Gérald a pris 12 ans pour les crimes financiers et son rôle de leader. Véronica a pris 10 ans, le juge notant sa manipulation de la confiance de sa propre sœur comme un facteur aggravant. Je n'ai rien ressenti en les voyant être condamnés.
Pas de satisfaction, pas de chagrin, pas de colère, juste un vide là où se trouvait ma famille. Tyler a tendu la main et a serré la mienne, et Morgan s'est assise de l'autre côté avec son bras autour de mes épaules. Ils étaient ma famille maintenant, avec Grace. Le sang ne signifiait rien comparé à la loyauté et à l'amour. Les procès civils ont abouti à la restitution complète de l'argent volé, plus des dommages-intérêts importants pour détresse émotionnelle. Malcolm avait été impitoyable en documentant chaque séance de thérapie, chaque cauchemar, chaque crise de panique que j'avais subie. Le jury m'a accordé 3 millions de dollars au-delà des fonds restitués, qui seraient payés sur les actifs de ma famille, y compris leur maison, leur voiture et leur compte de retraite. Ils n'auront plus rien quand ils sortiront de prison, m'a dit Malcolm après le verdict. Ils repartiront de zéro s'ils ont de la chance. Bien. Qu'ils comprennent ce que ça fait de tout perdre. Tyler et moi avons pris les choses lentement, mais quelque chose grandissait entre nous qui semblait authentique et juste. Il m'a demandé en mariage 18 mois après la naissance de Grace, le jour anniversaire de son retour pour rencontrer sa fille. La bague était simple. La demande a eu lieu dans notre cuisine pendant que Grace jetait des chariots depuis sa chaise haute, et j'ai dit oui sans hésitation. Apprendre à faire confiance à nouveau après une trahison aussi profonde a été un voyage mesuré en petits moments. Tyler n'a jamais poussé, n'a jamais exigé plus que ce que je pouvais donner. Il était présent de manière constante, fiable, d'une manière qui a progressivement reconstruit ma foi en les gens. Quand il disait qu'il serait à la maison à 18h, il arrivait à 17h55. Quand il promettait de gérer le rendez-vous médical de Grace, je n'avais jamais à le lui rappeler. Les actes avant les mots, la constance avant les grands gestes. La demande elle-même était parfaitement imparfaite. Nous préparions le dîner ensemble, Tyler s'occupant des pâtes pendant que j'essayais de nourrir Grace, qui était bien plus intéressée par le lancement de nourriture à travers la cuisine que par le fait de manger. Tyler me parlait d'un travail de photographie qu'il avait refusé parce que cela aurait nécessité des voyages, et je lui ai dit qu'il n'avait pas à sacrifier sa carrière pour nous. Il a posé une cuillère, s'est essuyé les mains sur un torchon et s'est agenouillé juste là, sur le sol de notre cuisine saupoudrée de farine. Je ne sacrifie rien, a-t-il dit. C'est ce que je veux. Toi et Grace êtes ce que je veux. Je sais que nous avons commencé à l'envers, et je sais que tu as toutes les raisons d'être prudente, mais je t'aime. J'aime être ici. J'aime être nous. Veux-tu m'épouser? La boîte de la bague qu'il a sortie de sa poche était légèrement écrasée pour s'être assis dessus plus tôt. Il la portait depuis 2 semaines, attendant le bon moment qui ne s'était jamais matérialisé. Grace a poussé un cri et applaudi, jetant plus de chariots en signe de célébration, et j'ai ri tout en pleurant et en disant oui encore et encore. Morgan a crié si fort quand je l'ai appelé que Tyler l'a entendu de l'autre bout de la pièce. Elle est arrivée 30 minutes plus tard avec du champagne et une liste d'organisateurs de mariage déjà affichée sur son téléphone. On va faire ça bien, a-t-elle déclaré. Pas de stress, pas de drame, juste de la joie. Tu mérites de la joie. Planifier le mariage est devenu un exercice de reconquête du bonheur. Chaque choix a été délibérément fait pour refléter nos préférences réelles, et non ce que la tradition ou les attentes familiales dictaient. Nous avons choisi une petite cérémonie parce que nous voulions de l'intimité, pas parce que nous nous cachions. Nous avons choisi notre lieu, le jardin du domaine, parce qu'il était beau et significatif pour nous, pas parce qu'il était cher ou impressionnant. Les parents de Tyler sont arrivés 2 semaines avant le mariage pour aider aux préparatifs et passer du temps avec Grace. Sa mère, Janet, était tout ce que Sandra n'avait pas été, chaleureuse, solidaire, véritablement gentille. Elle a pleuré la première fois qu'elle a tenu Grace, submergée par la petite fille qu'elle pensait ne jamais avoir. Tyler était fils unique, et Janet avait fait la paix avec la possibilité que les petits-enfants ne fassent pas partie de son avenir. Merci, m'a-t-elle chuchoté un soir alors que nous adressions les invitations ensemble, d'avoir inclus Tyler dans sa vie, de lui avoir donné cette chance. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Je lui ai parlé de l'agression, de la trahison, de tout ça. Elle a écouté avec des larmes coulant sur son visage, puis m'a serré dans ses bras avec précaution, consciente de mon épaule encore en guérison. Tu es notre famille maintenant, a-t-elle dit avec ferveur. Vous deux, et nous protégeons notre famille. Le père de Tyler, Robert, était plus calme, plus réservé, mais je voyais son amour dans ses actes. Il a installé de nouvelles serrures dans toute la maison sans qu'on le lui demande. Il a recherché et commandé un système de sécurité de pointe. Il m'a appris des mouvements d'autodéfense de base adaptés à la mobilité limitée de mon épaule.
Il ne disait jamais grand-chose, mais sa présence ressemblait à un mur de forteresse entre nous et toute menace. Avoir des exemples de familles fonctionnelles et saines autour de Grace a commencé à guérir quelque chose en moi dont je n'avais pas réalisé qu'il était brisé. Regarder Janet aider patiemment Grace avec un puzzle. Voir Robert construire une maison de poupée avec un soin méticuleux. Observer comment les parents de Tyler communiquaient avec respect et affection, cela me montrait ce qui m'avait manqué toute ma vie. Le docteur Foster a souligné cela lors d'une de nos séances. Vous apprenez à quoi ressemble l'amour sain, a-t-elle dit. Pas l'amour transactionnel et conditionnel que votre famille biologique a montré, mais une véritable attention sans condition. C'est transformateur. Le jour du mariage est arrivé avec un temps de septembre parfait. Morgan était ma demoiselle d'honneur. Grace était la demoiselle d'honneur, bien qu'à 18 mois, elle ait surtout couru dans l'allée en riant. Les parents de Tyler sont venus de Portland et sont immédiatement tombés amoureux de leur petite fille. La maison est devenue un foyer. Nous avons rénové la chambre principale, effaçant toute trace de ma vie avec Daniel. Nous avons transformé l'une des chambres d'amis en studio de photographie pour Tyler. Nous avons planté des roses dans le jardin et installé une balançoire pour Grace. Chaque changement aidait à guérir une autre cicatrice. Ma famille a envoyé des lettres depuis la prison. Celle de Sandra était pleine d'excuses et de conversions religieuses, prétendant qu'elle avait trouvé Dieu et voulait le pardon. Celle de Gérald était amère et accusatrice, me blâmant pour leur incarcération. Véronica a commencé par se justifier et a fini par un plaidoyer désespéré pour de l'argent afin d'aider à ses appels. J'ai brûlé les 3 lettres sans répondre. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient regardé une veuve enceinte en deuil et n'avaient vu qu'un obstacle à la richesse. Ils m'avaient agressé alors que je tenais ma fille nouveau-née. Ils avaient prévu de me faire déclarer folle et de m'institutionnaliser. Le pardon n'était pas quelque chose que je leur devais. Grace a eu 3 ans l'été précédant les premières audiences de libération conditionnelle de ma famille. Elle appelait Tyler, papa, et n'avait aucun souvenir du chaos entourant sa naissance. Elle aimait peindre et danser avec le petit chat blanc que nous avions adopté au refuge. Elle était heureuse, en bonne santé et complètement inconsciente d'avoir failli être élevée par des monstres. Morgan est venue pour la fête d'anniversaire de Grace, amenant sa nouvelle petite amie et assez de cadeaux pour remplir un petit magasin. « Tu as des nouvelles d'eux ?» a-t-elle demandé avec désinvolture alors que nous regardions Grace ouvrir ses cadeaux dans le jardin. Ils écrivent parfois. Je ne les lis plus. Bien. Morgan a pris une gorgée de son vin. Il ne mérite même pas ça de ton énergie. Tyler est arrivé derrière moi, passant ses bras autour de ma taille et posant son menton sur mon épaule. L'heure du gâteau ? A-t-il demandé. L'heure du gâteau, ai-je accepté, me penchant en arrière contre lui. Nous avons chanté joyeux anniversaire pendant que Grace sautillait d'excitation sur sa chaise. Elle a soufflé ses bougies avec l'aide de Tyler, faisant un vœu qui, je l'espérais, impliquait des cadeaux et de la glace. Le soleil du soir rendait tout doré, et le domaine qui avait failli m'être volé était rempli de rire et d'amour. La libération conditionnelle a été refusée aux 3 membres de ma famille. La commission a cité le manque de remords, le risque élevé de récidive et la gravité de leurs crimes. Ils seraient à nouveau éligibles dans 2 ans, mais Malcolm avait déjà préparé des déclarations et des preuves à présenter lors de ces audiences également. Nous les combattrions à chaque fois jusqu'à ce qu'ils purgent leur peine maximale. Parce que certaines trahisons étaient impardonnables. Certaines blessures laissaient des cicatrices qui ne s'effaçaient jamais. Et certaines personnes méritaient exactement ce qu'elles obtenaient, rien d'autre que les conséquences de leur propre cruauté. Je me suis tenu sur mon porche un soir, 5 ans après ce jour horrible où Sandra m'avait attaqué. Le même porche où j'étais resté allongé en sang avec ma fille nouveau-née. Maintenant, je regardais Grace jouer dans la cour avec Tyler, tous deux riant en chassant des papillons dans le jardin. La maison était à moi. Ma famille était réelle, choisie et sûre. Ma fille avait un père qui l'aimait férocement. Ma meilleure amie vivait à 10 minutes et venait dîner 2 fois par semaine. Ma vie était exactement ce que j'avais construit à partir des cendres de la trahison et de la perte. Et quelque part dans différentes prisons à travers l'État, 3 personnes qui partageaient mon ADN apprenaient que le sang ne signifiait rien sans amour, et que la famille ne signifiait rien sans loyauté. Je ne leur ai pas pardonné. Je n'ai pas prié pour leur rédemption. Je n'ai plus gaspillé d'énergie dans la haine. J'ai simplement bien vécu, aimé profondément, et je me suis assuré que chaque jour, Grace sache qu'elle était chérie par des gens qui ne la verraient jamais comme autre chose que précieuse. C'était la meilleure des vengeances,
construire une belle vie à partir des ruines qu'ils avaient essayé de créer, et s'assurer qu'ils sachent exactement ce qu'ils avaient perdu par leurs propres choix maléfiques. La justice avait été rendue. Ma famille était détruite. Et j'étais enfin, vraiment libre.